de la Fédération internationale de football pour le mois de novembre, 12e en Afrique et 55e au monde. Persistance de la grogne sociale dans le monde judiciaire. Les magistrats en grève ont procédé à l'évaluation de leur mouvement avant de décider de leur revendication de 1 600 $ mensuels. Dans les états-majors des partis politiques, la place de la femme est perçue floue alors que se préparent les élections municipales, urbaines et locales, d'où cette campagne de sensibilisation menée par la CENI et les Nations Unies envers des candidates. Des femmes désireuses de se porter candidates aux prochaines élections municipales, urbaines et locales ont bénéficié hier des séances d'information sur les préparatifs, l'organisation et le déroulement de ces scrutins. Il s'agit de les exhorter à prendre part active au processus sans complexe vis-à-vis des futurs concurrents hommes. Les élections locales offrent plus de 18 000 postes électifs contre 609 au niveau national. Alors, comment préparer la femme une fois élue à être en mesure de répondre aux attentes de sa municipalité? La CENI, les Nations Unies s'emploient à l'information et formation permanente de femmes et filles candidates potentielles. À l'issue d'une matinée citoyenne ce jeudi, une cible visible édifiée sur la décentralisation de la femme et sa participation politique. Pour que la décentralisation démarre effectivement dans notre pays, le déclic, c'est l'organisation des élections locales. Voilà pourquoi nous avons estimé que le moment peuvent ne pas se sentir abandonnées et elles peuvent s'organiser pour gagner les élections au niveau local parce qu'elles sont compétentes. Il est question de réfléchir, n'est-ce pas, sur les approches, d'amener cette femme analphabète, de sortir ce qu'elle a d'essentiel dans son fort intérieur en termes de contributions significatives, n'est-ce pas, dans la construction de la cité. Et je pense que c'est question d'être méthodique dans la prise en compte de tous ces potentiels. Outillés sur la question, les participants s'engagent à relayer l'information. Moi, si pas au télémas, ça l'appelle la papa, ça l'appelle la papa. Pour un état, ça va payer, tout le monde a basé bazo, ça va président, il y a pays. Bissovet Olympique, tam samboke qui est liboso. Na monique lokola na yoki yango na kolesa ngo pe na parti na ngai chika na vande eza esengo makasi soki pe kosala mandengo na ezali malamu mingi pe ndenge na kokoma pe na kati ya quartier na kanisa ko koyebisa bato atami bale misato bakoyebanga na koloba. Ces échanges se sont soldés par un slogan « Pas une commune sans une femme à sa tête ». La question de ces élections figurait également dans les entretiens qu'ont eu le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et l'assistant du secrétaire général des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les échanges se sont aussi étendus à l'appui qu'apporte la MONUSCO à la réforme de la police et le dialogue entre gouvernement et société civile. Nous sommes très heureux de constater qu'il y a eu des progrès assez importants à RDC, notamment en ce qui concerne la réforme de la police nationale congolaise, mais aussi dans les autres secteurs. Mais encore une fois, il y a des défis importants qui nous attendent. Nous allons donc, en accord avec tous les partenaires et les bailleurs de fonds, continuer notre appui au renforcement des capacités nationales, y compris de la police. Mais vous comprenez, l'ensemble de ces activités doit se faire aussi conformément à la politique des Nations Unies en ce qui concerne le strict respect et la stricte observation des droits humains et le respect naturellement des droits de l'homme. Dans la perspective des élections à venir et la revue stratégique de la mission de la MONUSCO est une très bonne opportunité pour voir ce que nous allons faire en matière d'appui, notamment à la police pour la sécurisation des élections et pour l'ensemble des tâches qui doivent être faites. Mais encore une fois, on ne peut pas, dans ce contexte, ignorer la position cruciale des principes de respect des droits de l'homme.
dernière chose que je voulais mentionner, c'est en ce qui concerne la nécessité d'avoir un dialogue permanent, non seulement au sein des Congolais eux-mêmes, à sein des institutions, des différentes institutions, mais aussi le dialogue avec tous les acteurs qui s'occupent du droit de l'homme à RDC, y compris les ambassades, les partenaires et tous les bailleurs de fonds qui financent le processus de réforme de la PNC. Il est extrêmement important de maintenir ce dialogue ouvert, de pouvoir le faire. With human rights community and with donors, embassies here in Kinshasa and in other. Richard Mouyej-Banguez-Mons a eu pour seconde grande activité hier l'ouverture des premières assises des coopérations décentralisées entre les collectivités locales françaises et congolaises. Cette rencontre va permettre aux participants congolais d'enrichir leurs connaissances en matière de décentralisation afin d'être suffisamment outillés pour gérer les entités territoriales décentralisées. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur l'intérêt exprimé par votre collectif de contribuer tant soit peu au processus de redressement et de reconstruction de notre pays, en tissant des liens avec la République démocratique du Congo à travers les entités territoriales décentralisées. La République démocratique du Congo est engagée dans un processus irréversible de mise en œuvre effective et rationnelle de plusieurs et profondes réformes institutionnelles qui contribue à la mise en œuvre du nouvel ordre politique, ou mieux, de la nouvelle architecture politico-administrative que nous nous sommes résolus de mettre en place. Parmi ces réformes, il y en a une qui réalise véritablement la refondation de l'État congolais. C'est celle qui porte sur la décentralisation, mode de gestion des affaires publiques, qui rapproche les pouvoirs des administrés et vise l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base. Cette décentralisation constitue désormais un outil de gestion et de promotion de la gouvernance, du développement local et de la démocratie. Par la décentralisation, les provinces et les entités territoriales décentralisées se voient investies de nouvelles responsabilités souvent complexes auxquelles elles doivent s'adapter de manière progressive. À cet égard, ce genre d'échange permettrait de soutenir l'effort d'adaptation et de renforcer les compétences. Et pour faire face à la menace contre l'intégrité territoriale, les FARDC sont au front avec l'opération Soukola 1 destinée à anéantir les rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans le territoire de Béni, suivant de nouvelles stratégies telles que l'a laissé entendre le porte-parole de l'opération, le lieutenant-colonel Célestin Ngeleka, Erika Smisi. C'est après avoir imposé aux forces gouvernementales la guerre classique et la guérilla que les forces armées de la République démocratique du Congo s'adaptent au terrorisme et sabotage choisi par les rebelles ADF, a dit Célestin Ngeleka, Boloko Kabouji. Le général de brigade Mundos est en train d'adapter la tactique que nous impose maintenant la rébellion terroriste de Ougandais de ADF Nalu. Parce que nous avons commencé par la guerre classique. Ils nous ont imposé la guérilla. Nous sommes adaptés à la guérilla et voilà qu'ils opèrent dans un mode qu'on appelle le terrorisme et le sabotage. Alors nous allons aussi nous adapter à ces modes opératoires qu'utilisent maintenant ces rebelles et ils seront défiés dans les jours qui suivent. À en croire cet officier, les opérations de ratissage se poursuivent dans le village Tepiomba, à Veba et Masulukwede, considérés comme triangle de la mort. Jusque-là, les opérations continuent dans le triangle du dernier carnage, mais dans le meilleur délai, la situation sera... Enfin, il a rassuré à la population que l'armée est déterminée à tourner la page de la nébuleuse dans un record moindre. Le commandant des opérations Sokola 1 et surtout son état-major sont déterminés à écumer la rébellion terroriste ougandais de ADF Nalu parce que nous sommes toujours opérationnels sur terrain et ne passe pas
un seul instant ici en ville de Beni. C'est tout le jour qu'il est en train de guider les différents bataillons, les différents régiments qui sont opérationnels sur la ligne de front. En tout cas, nous rassurons la population que la détermination est là. Et nous la rassurons que la victoire, elle est certaine et elle est nôtre. Disons que les rebelles ADEF ont été aussi appelés à privilégier le couloir de la paix en se rendant volontairement. Puis la population est appelée à accompagner l'armée dans cette traque de l'ennemi. Un appel adressé par le gouverneur Julien Paluku à la cohésion provinciale en vue d'étouffer toute velléité de troubler la paix. Avec la ferme volonté d'endiguer toutes les embûches actuelles sur le parcours de la stabilisation, de la reconstruction et de la maximisation des recettes, d'une part, et l'engagement en faveur de la planification des dépenses basée sur la gestion axée sur les résultats d'autre part, il est possible de réaliser plus de recettes et par ricochet exécuter plus de dépenses, autrement dit répondre convenablement à plusieurs attentes de notre population. Voilà pourquoi, honorable président, à travers votre auguste assemblée, je profite de l'occasion pour m'adresser à toute la population du Nord Kivu, au travers cette représentation du peuple, en lançant un appel pathétique à tous nos compatriotes, à leurs acolytes qui sèment encore la désolation, de cesser avec leurs projets macabres et à ceux-là qui détiennent illégalement des armes, de les remettre acquis des droits afin d'éviter d'être victimes des mesures répressives draconiennes et foudroyantes qui sont déjà en application. Le gouvernement provincial les attend à bras ouverts pour conjuguer ensemble les efforts menant au développement de notre chère province, le Nord Kivu. Regagnons la capitale où les magistrats ont fait hier l'évaluation de leur mouvement de grève entamé depuis 4 semaines. Ils disent ne pas reprendre le travail sans les 1670 $, promesse du chef de l'État que le gouvernement traîne à matérialiser. Constantin Tamboué. C'est une grève de la base que viennent d'amplifier les instances nationales de principaux syndicats de magistrats. Très inquiets du retard que prend la matérialisation de la promesse de payer les 1670 $ américains aux juges, promesse faite par le président de la République, les syndicats des magistrats appellent le gouvernement à accélérer le processus de relance du dialogue avant la radicalisation du mouvement. La revendication reste la même, vous savez laquelle. Elle est fondée sur la parole donnée du premier citoyen de la République, auquel n'obéissent pas les divers gouvernements constitués par les premiers ministres. Et nous nous étonnons que les gouvernements n'obéissent pas à ce que a été dit par le président de la République. Le juge assure depuis 4 semaines un service minimum par rapport aux différents dossiers de justice qu'ils doivent suivre. Les syndicats se disent cependant ouverts pour les négociations avec le gouvernement. Je pense que tout dépendra de la détermination des magistrats et surtout de la prise de conscience de ce que nous avons évoqué ici, c'est-à-dire la solidarité nationale au niveau des institutions de la République. La prochaine étape, c'est les contacts que nous devons prendre avec les diverses institutions et puis on verra. Cette assemblée générale a été marquée par la présence des délégués de certaines provinces qui ne décolèrent pas non plus, conditionnant la reprise du travail que par la hausse de salaire. Un reportage de Constantin Tamboué rendu par Gabriel Mikoubou. Gouvernance à l'échelle régionale. La 20e réunion de gouverneurs des banques centrales de la zone Comissa s'est clôturée sur une note d'espoir vers l'intégration qui en est le mot-clé. La présidence est passée du gouverneur de la Banque centrale Malawi au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui place son mandat sur la réalisation des tâches lui assignées. Écoutez son résumé à l'issue de la rencontre de 4 jours à Kinshasa. Et je vous promets pour ma part que sous ma présidence pendant cette année, la détermination c'est de réaliser toutes les recommandations. Pour moi, j'estime que j'ai demandé à mes pairs gouverneurs qu'aujourd'hui il y a plus ou moins 5 à 6 pays qui sont connectés à ce système. En tout cas, j'aimerais que l'essentiel, parce qu'il y a l'essentiel des pays soit connecté. Nous, la RDC, nous sommes déjà à une phase avancée, excusez-moi. Nous avons déjà ouvert le compte
auprès de la Banque de Maurice et nous avons approvisionné. Actuellement, nous sommes en train de préparer les préalables administratifs, techniques et comptables avec les banques. Et je pense que plus tard, le premier semestre 2015, nous allons nous connecter. Et nous allons travailler avec les responsables de cette chambre de compensation pour sensibiliser tous les autres pays. On va sillonner pour expliquer au milieu d'affaires, aux banques centrales, les vertus, les avantages de cette chambre de compensation, de ce système de paiement. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc les défis à relever, c'est concrétiser l'entrée effective du pays, des autres pays dans la zone de libre-échange. Je vous ai expliqué les avantages. L'entrée effective dans l'union douanière pour que nous puissions demain voir une libre circulation des personnes, de biens, des capitaux, des services, qu'on ait un corridor de communication qui va de Djibouti, de l'Égypte jusqu'au Kenya, en passant par la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, tout ça pour favoriser. Parce que le commerce, on ne peut pas le favoriser uniquement par de lois. Non, il faut des infrastructures physiques, il faut des infrastructures financières, comme je viens de vous expliquer. C'est ça notre challenge, c'est de concrétiser ces recommandations qui viennent d'être prises à l'issue de cette 20e session de gouverneur de Banque centrale qui a connu un apport très constructif et de notre association congolaise de banques, de milieu académique. On a eu des professeurs qui sont venus co-animer les thèmes avec le directeur général de la Banque centrale sur cette problématique du financement bancaire de l'économie au sein du COMESA. On a demandé à ce que l'Institut monétaire du COMESA, qui est notre outil important, qui organise des études de recherche sur des thématiques liées aux politiques d'intégration du COMESA. C'est un instrument qui procède aux formations en faveur. Deogracias Mutombo Mwananyembo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. En ce début de week-end, découvrant les dernières livraisons de la presse à travers les lignes, trafic d'uniformes militaires dans l'Est, MONUSCO et FARDC. Le phare parle de la gaffe, l'acte posé par des membres du contingent ukrainien de la MONUSCO est d'autant plus gravissime que depuis un mois, des nouvelles en circulation dans le territoire de Beni font état de la présence dans les rangs vrai-faux ADF Nalu, des combattants porteurs d'uniformes des FARDC dans la salle spécialité de signer des massacres des civils au quotidien. L'on peut se demander dans la foulée si les casques bleus ukrainiens sont les seuls à se livrer au vilain achat des tenues militaires des FARDC pour des mobiles obscurs. Par ces temps où la RDC est à la recherche des traîtres internes et externes, l'incident de l'aéroport de Goma peut apporter pas mal de réponses aux questions jusque-là pendantes au sujet des auteurs et commanditaires des actes de criminalité qui touchent cette partie du pays. Une pensée marquée par la déchirure mentionne Optimum. Valentin Yves Moudimbe Vumbioka est l'auteur de plusieurs publications, ouvrages et articles en français et anglais. L'écart et la déchirure constituent le champ de sa pensée, de sa réflexion et de son écriture. Parmi ses essais, on peut citer L'autre face du royaume en 1973, Carnet d'Amérique en 1974 et L'odeur du père en 1982. Parmi ses romans figurent Entre les eaux, Dieu et un prêtre, La Révolution en 1979, Le bel immonde en 1976 et Chaba 2, Les carnets de Mère Marie-Gertrude en 1989. Ses romans les plus connus sont Déchirure en 1971, Entrailles en 1973, Des travaux universels plutôt universitaires et des thèses de doctorat consacrées à son œuvre sont présentées en Afrique, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Moudimbe, selon l'écrivain belge Willy Ball, est un auteur à l'écart des idées dominantes de la pensée collective et globalisante. Il rejette le monde pour une quête personnelle permanente, sa fin pour un questionnement de soi.
En sport, classement FIFA pour le mois de novembre 2014, les Léopards de la RDC confirment leur bonne cote sur le plan mondial et continental en se classant 55e nation FIFA et 12e de la CAF. Ce résultat fait suite à la qualification des Fauves congolaises à la phase finale de la CAN Guinée équatoriale 2015. Le numéro 1 mondial reste l'Allemagne, suivi de l'Argentine et de la Colombie. Les meilleures nations africaines restent en ordre respectif, l'Algérie, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Une nouvelle publication sur le marché du livre, œuvre de Jean Bouillou, intitulée « L'intégration économique au service du développement durable, exemple de l'Afrique centrale », portée hier sur fonds baptismaux par Maker Mwangou. Il est question de démontrer que le progrès durable passe par l'intégration économique et régionale. Fezamika. Combinaison d'analyse mélangée à une galerie des théories dans un style sobre répondant aux normes de grammaire, l'ouvrage est intitulé « L'intégration économique au service du développement durable, exemple de l'Afrique centrale ». L'œuvre a été portée sur fonds baptismaux par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Maker Mwangou, devant un parterre des personnalités du pays. L'auteur, Maître Jean Bouillou, professeur de droit de son État, a voulu proposer des pistes de solutions en évoquant les énormes défis auxquels fait face le processus d'intégration dans la région d'Afrique centrale. Avec un volume de 423 pages, 1065 citations, 23 ouvrages, 103 articles et 75 textes juridiques, l'auteur s'est lancé dans une recherche scientifique susceptible de satisfaire à bon nombre de questions restées en suspens sur l'intégration, qui se veut un outil indispensable pour le développement des États. L'intégration économique de l'Afrique s'impose donc, et les stratégies qu'elle implique doivent être prises de manière courageuse. Mais ces stratégies elles-mêmes ne peuvent être efficaces que si elles sont portées par l'idéal panafricaniste. L'intégration économique de l'Afrique concerne la politique, le droit, l'économie, l'environnement, pour ne citer que ces secteurs. Je souhaite donc que les chercheurs africains et congolais se sentent interpellés par ce défi nouveau mais toujours ancien. Défi d'ouvrir des pistes de recherche plus détaillées, plus pointues sur toutes ces questions évoquées dans ce livre et qui ne trouvent pas toujours encore de réponses définitives. Au-delà d'une simple œuvre scientifique, ce livre se veut être également un acte d'engagement pour le gouvernement congolais qui s'est visiblement déjà lancé sur la voie d'intégration, a reconnu le ministre de l'Environnement. Notre gouvernement s'emploie systématiquement à soutenir toutes ces politiques d'harmonisation qui puissent, comme l'a dit le professeur Jean Bouillou, renforcer et redynamiser l'effort d'intégration régionale au travers de ces structures de gestion des ressources naturelles. Nous sommes d'avis que l'harmonisation des politiques, l'harmonisation de stratégies, mettre en place des plans de convergence nous permettront tous d'asseoir des véritables politiques qui puissent aller vers une émergence économique de nos États. Il faut dire que cet ouvrage préfacé par le professeur Bakandeja est le prolongement de la thèse de doctorat de Maître Bouillou. Toujours en culture, en prélude de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, ce lundi 1er décembre, Médecins sans frontières organise à l'échangeur limité une exposition photo intitulée « Les combattantes du Sida ». Il s'agit des photographies qui lèvent le voile sur la vie des 2 femmes atteintes du VIH-Sida. L'occasion était également pour le MSF de tirer la sonnette d'alarme pour les financements qui ne cessent de diminuer dans la prise en charge des patientes en RDC. Suivez. Plus de 80% de 444 000 personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC sont toujours en attente du traitement qui pourrait leur sauver la vie. Ces chiffres alarmants de Médecins sans frontières ont été livrés jeudi lors du vernissage de l'exposition photo intitulée « Les combattantes du Sida ». Le MSF s'explique cette triste réalité par le fait que le financement de la lutte contre le sida repose à hauteur de 38% sur les patients eux-mêmes.
La réalité, c'est que dans les centres de santé, il faut payer la fiche d'inscription. Dans les centres de santé, il faut payer la consultation médicale. Et donc, finalement, le dépistage et le traitement ne sont pas gratuits, ils finissent par être payants. Et c'est ça qui empêche les personnes d'accéder au traitement et donc de guérir du VIH/SIDA. À travers cette exposition, le voile sur la vie de 2 femmes a été levé, l'une ayant eu accès au traitement et menant une vie normale et digne, l'autre luttant chaque jour contre les virus pour continuer à respirer. Il ne faut pas vous auto-stigmatiser. Il faut accepter la situation. C'est une situation qui arrive à tout le monde. Si tu ne souffres pas du VIH, tu peux souffrir du cancer, tu peux souffrir de la diabète, tu peux souffrir de n'importe quelle maladie. Pas seulement le VIH qui peut te faire mourir. D'ailleurs, si tu fais vraiment, tu prends très bien tes produits antirétroviraux, tu as une longue vie et tu peux faire tout travaux que tu avais comme auparavant. Par la même occasion, MSF a lancé un appel pressant au gouvernement congolais et aux bailleurs internationaux. Ici, en RDC, 360 000 personnes ont le sida et n'ont pas de traitement. 32 000 personnes meurent tous les ans en RDC du VIH. Et donc, au-delà de ces chiffres, on voulait montrer justement le visage humain de ce VIH et on voulait vraiment lancer un appel, un cri d'appel au gouvernement, aux bailleurs, pour qu'ils financent le VIH à la hauteur des besoins. Par ailleurs, Médecins sans frontières annonce l'organisation le 1er décembre d'une journée de sensibilisation et de dépistage gratuits au marché de la Liberté à Massina. Reportage signé Guylain Kabalundi. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Limete à Kinshasa et partout dans le monde.